J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié vos petits ateliers de ce matin. Je m'appelle Marie-André Croteau. J'ai vu plusieurs d'entre vous dans les 3 derniers jours. Oui, je viens du Canada. Je suis directrice à l'innovation pédagogique et technologique dans un collège où j'ai 1900 élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, le lycée chez vous, juste avant l'université pour nous. Je suis aussi étudiante au 3e cycle en gestion de l'éducation, donc je débute un doctorat, dans le fond, en gestion de l'éducation. Je ne suis pas une experte en IA. J'ai appris beaucoup de choses dans ces 3 dernières journées et je vais en apprendre encore beaucoup plus en revisionnant les ateliers auxquels j'ai pas pu participer. J'ai trouvé ça extrêmement nourrissant. Mais je tiens à le dire, je suis une pédagogue à la base. J'étais enseignante de mathématiques et de sciences. Et la citoyenneté numérique me touche au quotidien, touche les 1900 élèves sous ma responsabilité, les enseignants et les 2 jeunes femmes qui habitent avec moi au quotidien. Donc voilà, je vous propose... attendez, je vais aller à l'autre avant. Voilà. Je vous propose aujourd'hui de parler de l'importance de l'IA dans la société. On n'ira pas nécessairement dans le grand détail, mais ce que ça a comme importance dans la société en général, dans notre vie aussi. On va regarder quelles sont les limites de l'intelligence artificielle parce qu'il y en a, même si ça a l'air complètement fou et plein de possibilités. Il y a des limites et c'est celles-là qu'il faut garder en tête, surtout en tant qu'éducateur. Les problèmes éthiques également qui sont soulevés par l'utilisation de l'IA parce qu'on l'a effleuré quelquefois, on en a parlé aussi dans certains ateliers un petit peu plus intensément, donc on va aller travailler là-dessus. Et comment on peut former à l'éthique de l'IA nos élèves, au primaire, au secondaire ou plus tard dans l'enseignement supérieur. Je veux juste, on le visionnera pas au complet ensemble, mais je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette petite vidéo-là. Il s'agit d'une vidéo, un court-métrage qui a gagné un prix, un festival de films. Puis là, c'est ce que je pensais, en Égypte. Et je vous montre un extrait, vous allez vite comprendre. Même si le son n'est pas activé, là, c'est pas grave. C'est un peu la vision qu'on a au départ de nos utilisateurs du numérique, hein? Donc, des gens à la tête baissée, qui regardent pas vraiment ce qui se passe, qui vont peut-être provoquer de graves erreurs, des erreurs fatales. De la Terre, quelque chose comme ça. Voilà, je reviens à ma présentation ici. Bon. Donc, oui, c'est important l'IA dans notre société, peut-être même plus qu'on le pense dans certaines circonstances. Commençons par définir ce que c'est. On en a vu plein des définitions là, dans les derniers jours, je le sais. On a notre propre définition aussi. Ici, c'est une définition que, entre vous et moi, j'ai fait sortir par ChatGPT. Eh oui. Et je vous avoue aussi que je l'ai fait passer à travers une autre IA dans Canva. Il nous propose de remanier les mots, de changer, de rendre plus drôle, plus joli, plus accessible. Je me suis amusée à le faire passer dans ce petit traitement-là, qui est un IA également. Donc, principalement, l'IA recueille des données qu'on lui fournit et les réutilise, peut en régénérer des nouvelles également, peut nous les donner sous différentes formes, comme on l'a vu, des sons, des images, des diagrammes. Tantôt, je faisais même des mots croisés pendant que Yann nous présentait son exposé, parce qu'il parlait de créer des mots croisés, hein, en passant. Depuis quand l'IA existe-t-elle? Si vous voulez vous prêter au jeu, je vous invite à scanner ce code QR, juste pour le plaisir. D'après vous, ça va vous mener vers un Menti. Je ne sais pas si vous connaissez Mentimeter, qui est un petit logiciel intéressant sur Internet qui ne demande pas de créer de compte. C'est la beauté de la chose. Ça nous permet d'aller chercher des sondages, de créer des nuages de mots, différentes choses qu'on peut projeter directement en classe aussi. Et on va aller voir. Ouais.
en temps réel, ce que ça donne, selon vous, comme résultat, je vais me permettre d'agrandir un petit peu. Pour ceux qui peuvent peut-être pas lire le code QR, là, vous pouvez aussi vous rendre sur menti.com et utiliser, là je sais que le code va pas être super gros. Alors, si j'enlève... On voit juste les résultats. Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. OK, il y a quand même la majorité des gens qui ont opté pour, je pense que c'est, là on le voit pas, mais je pense que c'est fin du 19e siècle. Vous allez peut-être être étonnés de constater qu'en fait, ça date de beaucoup plus longtemps que le début du 19e siècle ou la fin du précédent. Parce que l'IA date de la fin de la Deuxième Guerre. 1943, on avait les premières traces de l'IA. Oui, c'était les débuts, là. Mais quand même, en 1943, on a eu le premier modèle de neurone artificiel qui a été créé. La première intelligence artificielle. Donc, vous savez qu'un neurone, j'irai pas très loin là-dedans, mais se connecte à d'autres neurones pour créer un réseau neuronal. Les informations qui existent dans l'un communiquent avec les informations d'un autre, ça fait des liens. Petit à petit, ça se multiplie, ça crée une intelligence. Et donc, 1943, on a fait cette première étape-là. Et là, vous voyez toutes les étapes. En passant à la présentation, vous allez y avoir accès, hein, je remets tout. Ça va être sur le site de l'INSPE, là, donc n'ayez crainte, vous allez avoir accès à tout ça. Il y a quand même des moments importants qu'on connaît un petit peu plus, comme l'ordinateur Deep Blue de l'IBM qui avait battu le champion d'échecs, là, Kasparov. Donc ça, c'était un moment important de l'IA qu'on connaît peut-être. Roomba, l'aspirateur. 2002, je me souviens quand c'est apparu, j'ai des amis qui ont essayé ça. Ensuite, le véhicule autonome de Google qui a créé des petits accidents aussi en cours de route. OpenAI en 2020, mais surtout, ce qui a marqué notre monde de l'éducation, ChatGPT en novembre 2022. C'est là que on dirait qu'on a pris conscience davantage de ce que c'était, des dangers. On a eu peur, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Les élèves vont tous passer à côté de nous puis utiliser ChatGPT. C'est là que je pense qu'on s'est mis à avoir un stress important. Je vais le dire comme ça, pour pas parler d'anxiété pour certains. Les impacts de l'IA sont pourtant déjà présents et profonds dans différents aspects de notre société, certainement sur notre vie quotidienne, en économie, il y a des études aussi sur l'environnement qui l'utilisent, puis il y a des avancées technologiques qui nous sont quand même utiles au quotidien. C'est sûr que ça a cette belle capacité-là de transformer, d'accélérer aussi. On a vu dans plusieurs ateliers, hey, ça me prenait 3 heures à faire avant. Maintenant, je peux créer des quiz différenciés en 1 minute. Facile. C'est très agréable pour nous aussi en tant qu'enseignants. Je vous montre un petit extrait, parce que ça nous fait peur, l'IA, aujourd'hui. On ne sait pas trop si on doit s'avancer vers ça ou pas, mais je ne sais pas si vous connaissez la série 1923. Je ne sais pas si ça se rend ici. C'est un peu un western. Je ne suis pas tellement axée là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. C'est les premières personnes qui sont arrivées, mon Dieu, c'est pas au Montana, c'est dans quel... c'est au Montana, hein? Qui sont arrivés au Montana, qui établissaient des ranchs. Et là, on a la famille qui s'en va qui s'en va en ville. Ah oui. Ah là, on n'a pas le son. Hein? Bon, c'est pas grave. Donc là, les dames sont impressionnées, elles demandent « Mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas d'électricité, là. C'est quoi ça? » Et là, le monsieur « Ah, ça, c'est une laveuse. »« Ah oui? Ça lave quoi? »« Ça lave le linge, mesdames. »« Oh! Un lave-linge? » Et là, elles, vous comprenez qu'elles sont
contentes, étonnées, mais contentes, parce qu'elles sont habituées de laver, là, avec les planches à laver et tout à la maison. Hein, on est en 1923. Puis là, elle montre, mais c'est quoi cette boîte-là? Alors, ça lave quoi? Ça, c'est un réfrigérateur. Un quoi? Oui, ça permet de garder au frais, de faire de la glace. De la glace? Donc, et là, le futur mari ou le mari de la dame qui dit « Ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'acheter ça, dans le fond? On va acheter ça? » Et lui, il dit « Ben, vous allez vous libérer du temps. » Mais du temps, pourquoi? Mon temps me sert à faire ça. Mon temps me sert à préparer les repas, à laver le linge. Je vais faire quoi de ce temps-là? Donc, pour eux, c'était complètement aberrant. Ils disaient « Je vais payer quelqu'un d'autre pour ne plus avoir à faire mon travail, mais dans le fond, mon temps, il ne me servira à rien. » Donc, bref, ils découvraient les bienfaits de l'électricité qui, aujourd'hui, nous semblent évidents, n'est-ce pas? On se questionnerait plus là-dessus. Je suis allée fouiller un petit peu, justement, suite à ça, au sujet de l'évolution du lave-linge, le fameux lave-linge qui, à l'époque, se faisait avec une planche directement dans les cours d'eau. Puis aujourd'hui, ben devinez quoi, la laveuse, je peux lui dire, c'est de la couleur, il y a une tache dessus, il va peser mon linge, hein, il fait comme une petite tournée avant de partir, il pèse mon linge, il vérifie combien ça pèse, je peux lui dire, même c'est du coton, c'est du délicat, etc. Il va gérer le taux d'humidité, blablabla, il va prendre la quantité de savon qu'il lui faut. Puis même, mon lave-linge peut être un sèche-linge, des fois c'est intégré, il va peser, il va vérifier le taux d'humidité, puis ça va sortir de là propre, sec, peut-être même déjà repassé et tout. Donc, on est vraiment à une autre étape. Et ça s'applique pas juste au lave-linge. Je vous ai sorti quelques petits exemples qui ornent mon quotidien. Je sais pas le vôtre, mais je peux imaginer que ça se ressemble. Chez nous, tous les ordinateurs dans notre école puis dans plusieurs milieux ont ce beau petit outil Antidote. Connaissez-vous? Donc, Antidote corrige l'orthographe, la syntaxe, me propose des synonymes, me dit quand j'utilise trop souvent un mot, va m'aider pour la ponctuation, va me créer des champs lexicaux pour me suggérer des mots. Et la dernière petite invention, le petit ajout, ça reformule mes phrases. Il me propose une reformulation de phrases. C'est bien intéressant. Donc, ça se rapproche d'un ChatGPT, mais c'est un logiciel fermé qui est créé par Druid au Québec. Un autre exemple, Google Maps. Bon, il y en a plein d'autres. Ça, c'est continuellement branché dans ma voiture, même si je connais le chemin par cœur. Parce que, pour moi, partir de Brownsburg, ça vous dit rien, c'est dans le nord de Montréal. M'en aller au centre-ville de Montréal, ça peut prendre 45 minutes ou 3 heures, selon les bouchons. Et donc, je peux d'avance demander à Google, bon, alors mercredi prochain, je dois me rendre pour une conférence à 10h15 près de la place des Arts. À quelle heure je devrais partir de chez moi? Et lui, il vérifie. C'est quoi le trafic habituellement? Il est quelle heure? Est-ce qu'il annonce de la pluie? Patin couffin. Et il va me dire, tu devrais démarrer à telle heure. Pire que ça, j'ai un véhicule électrique. Donc, je veux faire le moins de kilométrage possible, je veux faire le moins de distance possible. Oui, je veux que ce soit rapide, mais il faudrait pas trop que j'ai de distance parce que je veux que l'autonomie de ma pile soit encore bonne pour revenir à la maison. Donc, il me propose des trajets. Un qui est plus vert, donc il y a moins de kilométrage. Un qui a un petit logo de temps qui est plus rapide. Et voilà, il me fait ces beaux calculs-là. Je le branche dans ma voiture, c'est parti. Je peux même mettre un réveil matin qui va avec ça. Un cadran, hein? Système de sécurité. Chez nous, c'est recommandé d'avoir un système de sécurité. C'est branché sur mon téléphone, donc je peux voir qu'est-ce qui se passe en temps réel ou qu'est-ce qui s'est passé. Je reçois des notifications. Alors, il y a quelqu'un qui est venu déposer un colis devant chez moi à 21h43. Il a été là pendant 18 secondes. Et là, vous le voyez pas, mais je vois c'est qui le petit monsieur là. Marie-André, ça c'est moi. Bon, ben j'étais devant la porte de la maison. Il peut m'identifier, il peut identifier nos enfants, mon conjoint. Un véhicule est passé ici dans la cour. Activité ou animal détecté, ben là, vous voyez, ça, c'est mon chien
Je suis pas sûre, je sais pas s'il est capable de reconnaître et dire que c'est Maya. Mais bref, il passe un chevreuil sur notre terrain, il va nous le dire. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Nos traducteurs aussi. Traducteurs très, 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 très intéressants, très importants, qu'on traîne partout maintenant. Donc, on peut, oui, traduire en écrivant, il nous transfère dans la langue qu'on veut. On peut utiliser l'appareil photo directement par-dessus. En réalité augmentée, il nous montre qu'est-ce qui est écrit. On peut dicter et il va écrire la transcription ou même redire la transcription. Bref, très, très, très utile. C'est tout de l'IA. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que je nommerai pas nécessairement une par une, mais vous en connaissez, des applications de l'IA qui vont de notre quotidien, dont on vient de parler, à beaucoup plus large. Développement des véhicules autonomes, connectivité, de l'intelligence entre appareils, etc., etc., etc. Mais l'IA a des limites. L'IA, en fait, il n'est pas parfait. On l'a vu quelquefois, souvent, hein, les animateurs d'atelier disaient « repose la question, précise la question, vérifie » parce que l'IA, il lui manque certaines petites facultés. Par exemple, si vous voulez encore vous prêter au jeu, je vous montre cette photo-là. Nous, on est des humains. Qu'est-ce que vous diriez que vous voyez là-dedans? Ça peut être un mot, deux mots. Allez-y un peu simplement dans vos réponses. Que voyez-vous là-dedans? Ça vous amène encore une fois sur un Menti. On va voir ce que vous nous répondez. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous remarquerez qu'à chaque fois que j'ai utilisé des photos, c'est soit les miennes. Dans ce temps-là, j'ai pas écrit d'où elles viennent. Sinon, j'utilise très fréquemment Pixabay. Donc, vous allez voir Crédit Photo, l'auteur et ça provient de Pixabay. Ce sont des photos libres de droit. Alors, allons voir. Bon. Je vois qu'il y a des gens qui jouent le rôle d'élèves, ici, qui mettent des réponses qu'on aimerait moins avoir. En classe, quand j'utilise un outil comme celui-là, les élèves savent d'avance mes attentes. Je ne vous les ai pas précisées. Mais je m'attends à ce que le langage que vous utilisiez soit adéquat. Donc, disons que ça, on ne le verrait pas normalement. Alors, un homme qui mange un citron, des gens précisent c'est acide, acidité, amer, aigreur, de la souffrance peut-être, bien trop acide. Donc, on parle, nous, d'émotions, hein? On va chercher l'émotion que ça provoque chez nous, puis peut-être que comme moi, vous avez même ça a déclenché des sensations, peut-être que vous salivez actuellement. Il faut être certain que c'est pas le cas pour l'IA quand il le lit. J'ai fait l'exercice avec une pomme aussi, avec des collègues de travail. Je présentais une pomme, puis les gens, quand je disais « qu'est-ce que tu vois », il y a des gens qui me disaient même « ben ça me rappelle mes souvenirs quand j'allais aux pommes, quand j'allais cueillir des pommes ». Ça peut aller très loin. Qu'est-ce que l'IA voit? Une personne inconnue. Ben en fait, l'IA dit même pas un homme. Parce que une personne qui a les yeux plissés comme ça, l'IA est pas certain de reconnaître si c'est un homme ou une femme. Il voit juste que c'est une personne, mais il est pas capable d'aller plus loin. Puis ce qu'il y a dans sa bouche, il est pas capable de savoir c'est quoi. Nous, on s'en doute parce que c'est rond, c'est jaune, la personne plisse les yeux, on le devine. Mais l'IA, pour l'IA, un citron, c'est les milliers d'images de citrons qu'elle a reçues qui sont entières, en 3 dimensions. Donc, elle n'est pas capable de détecter nécessairement que c'est un citron. Une limite ici. La détection de ce que ça peut provoquer comme sens. Donc, elle n'a pas de jugement, de discernement. Elle ne voit pas les émotions non plus. Elle n'est pas créative. Il y a des gens, des fois, qui disent l'IA, ça augmente la créativité. Pas du tout. L'IA assemble des images, assemble des mots, mais elle n'est pas créative. Elle n'imagine rien. C'est l'humain qui met des mots pour créer. Donc, elle n'en a pas.
de l'empathie, de l'humanisme. Elle ne peut pas se mettre à la place des gens. Elle n'a pas conscience de tout ce que ça peut représenter et elle n'a aucune retenue. Aucune. Le pire, puis on va voir un exemple, c'est qu'elle ne sait pas quand s'arrêter de parler. Comme ma tante Gertrude. Ouais. Elle ne sait pas quand s'arrêter de parler. C'est à nous de lui dire quand s'arrêter. Parce que si on ne met pas d'arrêt, si on ne met pas de limite, elle va continuer. Et quand elle parle, elle se nourrit de ce qu'on lui a donné et de ses propres paroles. Je discutais avec un collègue il n'y a pas longtemps de ChatGPT, tout ça, de comment il voyait ça. Puis ce qu'il me disait, c'est « J'ai pas tant peur de ce que l'IA me propose. Ce qui me fait plus peur, c'est une fois que l'information qu'elle propose va lui revenir et qu'elle va remâcher ses propres paroles, ça va devenir dangereux parce qu'on va perdre une espèce de contrôle sur les paroles. C'est les siennes qu'elle va utiliser. Et là, jusqu'où ça va aller? Donc, elle a des choix limités pour émettre les informations qu'elle nous donne. Elle se base sur ce qu'on lui a fourni au départ et sur ce qu'elle en fait de ce qu'on lui a fourni au départ. Elle va utiliser les statistiques les plus probables parmi les informations qu'elle a. Son champ d'action est restreint aussi parce que ça se base juste sur ce qu'on lui donne comme marge de manœuvre. Sa programmation, comme j'ai entendu à plusieurs reprises, est limitée sur souvent une action. Donc, si on lui dit « tu dois apprendre à jouer aux échecs », ben, elle sait jouer aux échecs, est rapide, est très efficace, mais elle peut pas jouer aux dominos, elle peut pas jouer aux dames, elle peut rien faire d'autre. Donc, c'est quand même limité. Le logiciel, ah oui, le logiciel, à quelque part, c'est une œuvre de l'esprit, mais son développement, il n'est pas neutre. Il y a souvent des choix d'implémentation que le développement prend à sa charge. Donc, il va peut-être choisir d'aller dans une veine qu'on ne voudra pas nécessairement qu'il aille. Il va peut-être voir des choses, il va apercevoir des choses que nous, on n'aura pas vues, qu'on a écrites dans le choix de nos mots, par exemple. Donc, ça crée des biais importants. Je vous donne 3 exemples de biais qui ont eu un impact quand même important. Vous en avez peut-être entendu parler, T ou TAI, qui était une intelligence artificielle de Microsoft qui avait été placée sur Twitter pour faire de la publicité pour Microsoft. Et TAI a induit une espèce de biais de racisme. Il s'est mis à considérer les propos à caractère antisémite ou tout ça comme étant corrects. Parce que lui, il se nourrissait graduellement de ce que les gens mettaient sur Twitter, il le réutilisait, il le transformait. Pour lui, là, il n'y a pas la conscience que c'est pas correct d'utiliser ces mots-là. Ça a été retiré très, très, très rapidement quand ils s'en sont rendus compte. Il n'y a pas de limite, il ne sait pas quand s'arrêter, lui. Les outils d'embauche d'Amazon avaient des biais racistes ou sexistes. Donc, on avait développé une pré-entrevue qui passait par une intelligence artificielle, mais on éliminait certains candidats sur la base que c'était une femme, par exemple. Super. J'ai pas besoin de détailler davantage. La première voiture autonome d'Uber qui a tué un piéton en Arizona. Donc, oui, ça se développe de plus en plus, puis on se dit, mon Dieu, est-ce que ça va ressembler à... Souvenez-vous le film « 5e élément » ? Hein? Ouais, c'était des véhicules qui transportaient les gens comme ça. Je sais pas si on peut se rendre là. Je voyais un petit extrait vidéo justement d'une voiture intelligente qui savait s'arrêter sur un arrêt, un stop, sur une lumière rouge et tout ça. Puis, il y a un garçon qui était sur un trottoir, puis sur son sac à dos, il y avait l'image d'un arrêt-stop. Devinez ce que ça donnait? Le garçon était sur le trottoir, la voiture était derrière. Donc, la voiture voyait le stop, s'arrêtait au milieu de la rue pour rien. Et là, le jeune homme bougeait un petit peu, ça peu importe, l'auto repartait, puis quand elle repercevait l'arrêt, l'auto s'arrêtait constamment, comme ça, au milieu de la rue sans raison. Donc, l'auto peut pas voir que c'est pas un vrai arrêt-stop, c'est une image sur le sac de quelqu'un. Elle n'a pas ce jugement-là. Il y a donc des problèmes éthiques
qui sont soulevés par l'utilisation de l'IA. En éducation particulièrement, c'est sûr qu'on peut en sortir des tonnes, mais principalement, et celui qui m'inquiète davantage, c'est la protection de la vie privée de nos élèves ou des étudiants. Parce que souvent, quand on crée un compte, il faut fournir toutes nos informations et ils vont rechercher plein d'informations sur les appareils qui se connectent. Tantôt, je suis allée télécharger une application que je connaissais pas. Et là, je me souviens plus du nom parce que j'en ai téléchargé beaucoup, mais vous savez qu'on paramètre les cookies et que là, on peut décider lesquels fermer. Ça m'a pris au moins 2 minutes pour tout fermer les cookies qu'il voulait installer dans mon ordinateur. Ça, l'étudiant, là, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Autoriser les cookies, ça s'en va. Chez nous, il y a la fameuse loi 25 qui fait que on n'a pas le droit de permettre ça à nos étudiants. Un problème d'agentivité des élèves aussi, parce que souvent, on va le voir, l'agentivité en passant, c'est le fait de se mettre en action, de dire « je prends le travail, je me mets en action, je fais ce qu'il faut pour l'accomplir, puis en ressortir les bénéfices et tout ça ». Donc, les élèves, trop souvent, vont dire « ben je vais le faire écrire par ChatGPT ». Donc, ils perdent cette espèce de motivation intrinsèque de faire le travail. La mésinformation, bien sûr, parce que oui, il nous ment des fois, il nous dit des choses qui sont pas vraies, il hallucine, comme disait Yann tantôt. La transparence et l'explicabilité des sources. Avez-vous déjà demandé d'où tu sors ce que tu viens de me dire? Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas vous répondre précisément, je sors mes sources d'un ensemble de données, bla, bla, bla. Donc, comment on sait d'où ça vient? Comment on sait si c'est vrai? Comment on peut pousser plus loin l'information qu'on nous donne? Parce que souvent, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. On peut pas. Problème de plagiat. Il y a comme un petit... C'est quoi utiliser ce que l'IA nous donne? Est-ce que c'est du plagiat? Ça vient d'où? Est-ce que je copie directement ce que quelqu'un d'autre a créé? Il y a comme une petite ambiguïté ici. Puis, bien sûr, l'inégalité d'accès. Parce que moi, j'ai accès à ChatGPT 3.5, 4 si je paie, ou plus, ou d'autres sources d'IA, mais pour certains autres élèves, ils n'ont pas accès nécessairement. Dans certains pays, il n'y en a juste pas, il n'y a pas d'Internet, etc. Donc, est-ce qu'on favorise certains élèves, certains étudiants par rapport à d'autres? Ça crée un problème important. Si on va dans la population un petit peu plus générale, ben il y a entre autres cette problématique-là qui me vient à l'esprit, l'utilisation militaire. Alors, si on utilise l'intelligence artificielle dans un contexte militaire, les armes, des armes qui s'auto-gèrent, des armes qui s'auto-déclenchent, qui détectent automatiquement des cibles potentielles, et je m'arrête là parce que j'ai plein d'images d'horreur. C'est celle qui me fait peur un petit peu. Donc, vu ça, est-ce qu'utiliser l'IA en classe fait de nous de mauvais citoyens numériques? Est-ce que ça fait de nous des gens qui n'interviennent pas bien dans la société numérique et réelle? Et là, j'ai demandé la question à ChatGPT. Voyons ce qu'il va nous répondre. C'est écrit, c'est petit, mais on peut lui demander de nous le lire aussi, parce qu'il est fin comme ça. Ah, il n'y aura pas de son, hein? C'est vrai. Donc, c'était une belle voix. En plus, j'avais choisi une belle voix, mais bon. L'utilisation de l'intelligence artificielle ne fait pas automatiquement des individus de mauvais citoyens numériques. Toutefois, les préoccupations éthiques associées à l'IA peuvent avoir des répercussions sur la citoyenneté numérique. Les préoccupations éthiques liées à l'IA comprennent la vie privée, la discrimination algorithmique, comme on l'a vu tantôt, la transparence des algorithmes et l'impact sur l'emploi. La transparence des algorithmes, là, c'est que nous, on utilise l'IA, mais on ne sait pas c'est quoi qui a été programmé en dessous. Bien sûr, je me suis perdue. L'impact sur l'emploi, pardon. Les individus peuvent être considérés comme de mauvais citoyens numériques s'ils utilisent délibérément l'IA pour des activités illégales
nuisibles ou discriminatoires ou s'ils ne sont pas conscients des implications éthiques de leurs actions liées à l'IA. Il est important que les utilisateurs d'IA soient éduqués sur les enjeux, qu'ils soient éduqués sur les enjeux éthiques associés. Et là, j'ai envie de m'arrêter là, parce que c'est là que l'éducatrice en moi retentit. Je sais pas chez vous, mais chez nous. Dès qu'il y a un extrait qui dit « les gens devraient être éduqués », ça s'en va où, cette éducation-là? Dans les écoles. On compte beaucoup sur les écoles pour éduquer à toutes choses chez nous. L'éducation à la sexualité, l'éducation à l'éthique, à la méthodologie, à l'orientation scolaire, ça repose sur l'école. Et c'est pas nécessairement un programme, une matière prescrite. On doit le faire. On doit trouver une façon de le faire. Présentement, c'est nébuleux. C'est pas encore intégré, mais je me doute que ça s'en vient puisqu'on a un cadre numérique qui a été émis par le ministère. Donc, au bout du compte, ça détermine pas nécessairement qu'on devient un mauvais citoyen, mais ça pourrait l'être. Il faut être éduqué à ce que ça peut avoir comme limite. Bon. Alors, comme je disais, si ça a un si grand impact, si on dit qu'il faut éduquer, ben c'est là que nous, éducateurs, on a un rôle à jouer là-dedans. Même s'il n'y a pas de programme, même si c'est pas encore précisément demandé, si je l'utilise en classe, je préfère faire un petit bout d'éducation à l'avance ou aller un petit peu plus loin. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Éduquer à la citoyenneté numérique de l'IA, à l'éthique de l'IA. Mais si la citoyenneté numérique indique de naviguer de manière responsable et sécuritaire dans les environnements et participer respectueusement dans ces espaces, et que ces espaces sont induits de l'IA, on va voir comment on peut le faire concrètement. Ici, j'utilise un modèle qui a été proposé par Ribble. C'est un livre qui est éduqué à la citoyenneté numérique. Si ça vous intéresse, en passant, toutes les sources, j'ai une belle grosse médiagraphie. Je vais vous partager le code QR si vous voulez aller voir. C'est un livre très intéressant où on proposait, dès 2011, comment intégrer l'éducation à la citoyenneté numérique, puis je vais y ajouter les bouts d'IA là-dedans. Donc, d'abord en classe, apprentissage, performance scolaire. Donc, c'est vraiment 3 points qu'on devrait faire sur la citoyenneté numérique qui sont centrés sur l'élève. Donc, la littératie numérique, l'accès au numérique, la communication numérique. C'est comment je l'utilise. Un petit peu plus loin d'eux, dans l'environnement scolaire et leur environnement, on voudrait leur enseigner la netiquette, la cybersécurité, les droits et responsabilités en ligne. Puis encore plus large, le citoyen, la vie des étudiants en dehors de l'environnement scolaire, on veut qu'ils soient conscients des lois numériques, santé, bien-être en ligne et du commerce. Voyons comment on peut ajouter l'IA là-dedans. Dans la portion littératie numérique, donc connaître le vocabulaire, connaître la façon d'utiliser le numérique, dans ce livre-là, généralement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que l'élève apprenne à filtrer l'information qu'il trouve sur Internet ou ailleurs, à l'évaluer, à utiliser des informations, peut-être à les publier, à les référencer de la bonne façon aussi. Et dans l'IA, ben pour qu'il soit capable d'analyser, de filtrer, il faut qu'il comprenne comment il fonctionne. Il faut qu'il comprenne c'est quoi les algorithmes qui ont créé ces informations-là qu'il va aller chercher. Il faut qu'il sache c'est quoi les limites. Il faut qu'il sache que l'IA a des limites pour être capable d'utiliser, de filtrer, d'analyser et de référencer. Pour référencer l'IA, je l'ai mis tantôt. Voilà, c'est sûr, hein? Là, j'ai même pas mis l'édition, là, c'était OpenAI, il me semble que c'était ChatGPT 3. Donc, il faut le dire d'où ça vient. Il y a une façon de le référencer, l'IA aussi. Donc, ça, c'est une première chose qu'on va l'ajouter. Ça paraît simple, mais c'est quand même important.
La responsabilité en ligne. Quand on parle de citoyenneté numérique, on veut que l'élève soit conscient des risques, conscient de la protection, de la gestion de son identité. On sait qu'on leur apprend à faire attention à ce qu'ils publient, à ce qu'ils utilisent, au type de contribution qu'ils mettent, puisque ça les suit pour la vie. Hein? Même si on efface quelque chose, on sait qu'on peut toujours retourner en arrière dans la machine du temps, n'est-ce pas? Il faut aussi, par rapport à l'IA, reconnaître les biais potentiels qui sont présents. Donc, ça se peut que dans cette IA-là, par exemple, on ait, pour reconnaître une femme ou tantôt un citron, on ait présenté plein de citrons jaunes. Est-ce que ça se peut un citron qui a des taches brunes ou qui soit plutôt blanc? Oui. Mais l'IA le reconnaîtra pas. Il pourra pas nous dire que c'est ça. Donc, si on lui propose une question avec des mots qu'il connaît pas, il va nous proposer pas n'importe quoi, mais presque. Il va halluciner. Donc, il faut que les élèves sachent ça pour se protéger dans ce qu'ils vont utiliser aussi. Côté cybersécurité, on veut que nos élèves comprennent les risques, les modes de gestion des données. Donc, on va mettre un mot de passe différent dans chaque application. On va mettre un mot de passe robuste. Ben, c'est la même chose pour l'IA. Tout ce que j'entre comme information, l'IA peut l'utiliser. Il faut que je sache comment elle l'utilise, comment c'est stocké, comment c'est utilisé pour me protéger. Dans le fond, la compétence éthique de l'IA, c'est de la compétence éthique, c'est la même chose que la citoyenneté numérique, c'est juste qu'il faut ajouter une profondeur à l'intérieur. Il faut être conscient de comment ça a été créé, tout ça. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi la programmation qu'il y a derrière? Ah, c'est drôle, hein? Je l'ai mis un petit peu plus loin. Si on va aller plus loin dans la citoyenneté numérique, je ne sais pas si vous allez jusque-là avec vos élèves, mais il faut aussi qu'ils aient conscience qu'ils peuvent participer au débat éthique. Ils peuvent intervenir pour dire, ben, voici mon point de vue, voici où ça se limite. On donnait comme exemple aussi, si l'élève perçoit qu'il y a une erreur quelque part, est-ce que c'est sa responsabilité de le dire qu'il y a une erreur? Si un élève avait constaté, si un citoyen ou plusieurs ont constaté qu'il y avait un biais dans taille, le robot qui était dans Twitter et qui avait des propos racistes, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le dise, il faut que ça s'arrête. Ça a aussi un impact plus large, l'IA. Fumérique, fracture fumérique. Une petite erreur ici, numérique bien sûr. Ça implique une formation continue, parce que oui, on va éduquer les élèves, mais il va falloir qu'ils continuent de se former, et nous aussi, nécessairement. Il va falloir qu'on arrive à réduire la fracture numérique, qu'on arrive à faire en sorte que plus de gens y aient accès si on l'utilise de plus en plus, et qu'on facilite l'innovation responsable. Il y a eu des mouvements qui ont dit, OK, il faudrait ralentir tout ça parce que présentement, ça va trop vite, parce que présentement, on n'est pas responsable dans son utilisation, on n'est pas très conscient, il faudrait ralentir. Ben, le ralentir ou trouver une façon de faciliter ce développement-là, de le développer de façon plus éthique. Les 3 composantes qu'on peut aller chercher pour l'éthique à l'IA, c'est être en situation éthique, savoir agir en situation éthique et interagir en situation éthique. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Je vais vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil. C'est un autre modèle que j'ai trouvé aussi là-dessus, mais c'est vraiment bien fait. Donc, c'est Bruno et associés qui nous donnent des pistes là-dessus. Il y a aussi l'UNESCO qui a rédigé un rapport sur l'utilisation éthique de l'IA en éducation. Je vous le montre rapidement. Eux se sont basés sur les 4 valeurs fondamentales de l'UNESCO pour développer ce programme-là. C'est vraiment un document très bien étoffé. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. L'UNESCO a souvent beaucoup de documents très complets et qui vont vraiment dans la précision, qui sont très bien faits. Je vais jouer là-dessus souvent pour mes formations, mes cours. Donc, l'IA fondée sur les droits de l'homme. On peut voir les 10 principes de l'UNESCO où on a décliné l'IA à l'intérieur.
C'est vraiment intéressant. Droit, respect à la vie privée, gouvernance, responsabilité, transparence, jusqu'à la non-discrimination. La surveillance et la décision, des décisions humaines, c'est vraiment, et la durabilité, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment intéressant. Et on peut aller voir qu'est-ce qu'ils proposent. Je suis aussi allée chercher des ressources déjà prêtes pour la classe, à différents âges, pour différentes formes d'IA. Je suis allée chercher, des fois c'est des ateliers complets, très détaillés, des fois c'est des pistes. Vous aurez les liens, donc en allant sur la présentation, puis j'ai essayé d'aller en chercher un petit peu partout, au Québec, mais aussi ailleurs à l'international. Mais c'est accessible, je les ai testés là ici, puis on y a accès. Donc, des activités proposées par l'Académie de Besançon. J'ai déjà fait le tri. C'est des activités vraiment pour l'apprentissage de l'IA, de l'éthique de l'IA. Des activités du CLEM. Y a-tu pensé? Chez nous, ce sont des activités pour le cours qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise. Mais vous allez voir, c'est pas axé sur le Québec en tant que tel, c'est des réflexions éthiques sur l'IA. C'est fait pour, chez nous, des élèves de 14 ans environ. Puis ça s'applique bien là, de 12 à 16 ans, facilement. C'est vraiment bien fait. Les activités du site NOM, vous allez retrouver plein de choses aussi. Kids Code Jeunesse, je sais pas s'il y en a qui connaissent Kids Code Jeunesse. C'est un site qui propose des ressources de codage et là, ils ont fait des activités pour l'IA, pour les jeunes. Donc, il y en a tout plein. L'Académie de Créteil, ici des activités du collège Pierre Girardeau. Peut-être que ça vous dit quelque chose, moi je connais pas. Université de Namur, Cégep de Jonquière. Chez nous, Cégep, c'est 17, 18, 19 ans. Il y en a plein. Il y en a encore et encore. J'en ai répertorié quelques-unes que vous pourrez aller voir. Maintenant, c'est pas pire, c'est pas pire. On peut se questionner sur comment nous, on voit ça en tant qu'éducateur. Comment vous protégez l'accès à vos données personnelles? Dans les 3 jours, là, est-ce que ça vous est arrivé d'aller télécharger ou créer un compte dans au moins une application, un logiciel, puis d'avoir cliqué OK sans regarder la politique de confidentialité? Oui. Qu'est-ce que ce logiciel ou cette application-là vont faire? Je sais pas. Dans quelle mesure vous vous engagez dans des discussions éthiques? J'en ai eu quelques-unes dans les 3 derniers jours. Des gens qui sont venus me voir, oui, mais moi, je pense que je voudrais faire attention à ça. Je suis pas certain parce qu'il y a telle chose qui m'interpelle. C'est sain de le faire. C'est sain de le faire. C'est beau, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses, mais c'est sain de prendre un temps d'arrêt, prendre du recul, un pas de côté et de regarder qu'est-ce qui se passe en arrière. Est-ce que c'est éthique de le faire? Est-ce que je suis dans le respect de mes valeurs? Est-ce que je suis dans une utilisation responsable? Là, en passant, faut pas que je me sente mal parce que ça fait en 3 minutes ce que je faisais en 3 heures. Hein? Bravo, ça c'est bien. On peut pas dire je me sens mal, ça me prenait 3 heures. Non, non, ça c'est bien, ça c'est correct. Comment vous gérez votre identité? Vous êtes qui en ligne? Vous avez un avatar peut-être, mais vous êtes qui? Est-ce que vous êtes vous-même? Puis quand vous entrez dans un processus d'intelligence artificielle, est-ce que vous demeurez vous-même? Quelles pratiques vous adoptez pour vérifier que les informations que vous allez recueillir sont bonnes? Est-ce que vous avez réfléchi aux biais des algorithmes que vous utilisez? Est-ce que vous vous êtes posé la question? J'ai fait faire des images pendant un des ateliers et c'était, mon Dieu, c'était un atelier, je suis pas certaine, mais je pense que c'était le vôtre, en littérature, puis on faisait faire une page titre de La cantatrice chauve. Non. Est-ce qu'elle est là, la dame? Non. Bon, c'est pas grave.
Donc, j'ai fait créer une page titre du livre La cantatrice chauve et je remarquais que avec des balises et tout ça, les femmes dans mon image, c'était toujours des femmes blanches. Tout le temps. Et là, quand je disais je veux qu'il y ait au moins une personne à la peau noire, ils voulaient pas. Pourquoi? Donc, ça va toujours me créer des images avec un biais. C'est moins intéressant. Dans quelle mesure vous restez informé des nouvelles technologies et des enjeux? Parce que là, il y a un foisonnement, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses disponibles, mais est-ce qu'on vérifie toujours qu'est-ce qui s'ajoute comme enjeu? Comment on fait en sorte que c'est un environnement positif? Dans vos classes, est-ce qu'il y a des affiches qui parlent de l'IA? Tu sais, il y a des règles dans nos classes. Attention, si la clim fonctionne, fermez les fenêtres. Est-ce qu'on a aussi des règles visibles pour l'utilisation de l'IA pour que ça demeure positif? Ce sont toutes des choses qu'on peut réfléchir ensemble, mais qu'on peut aussi réfléchir avec les élèves. Il faut qu'ils en soient conscients de ces choses-là. J'ai mis plein de questions. En quoi votre engagement civique en ligne contribue-t-il à la société numérique? Quelles actions vous pouvez entreprendre pour favoriser l'inclusion? Comment pensez-vous que vos interactions contribuent à votre propre développement personnel et professionnel? En quoi aller sur ChatGPT ou autre fait en sorte que je me développe professionnellement? Est-ce que je perds de la gentilité, moi? Est-ce que je travaille moins bien? Est-ce que je suis moins mobilisée parce que j'utilise ces outils-là? Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à l'IA? J'ai envie de vous montrer quelques petites activités sur lesquelles on a passé vite tantôt. Ici. Oh, il va-tu vouloir? C'était un lien, mais je pense qu'il s'est... Ah, zut. Attends. Ici. Bon. Voilà. Donc, si vous avez envie de travailler l'IA en classe, entre autres, les activités du récit chez nous, ce sont des conseillers pédagogiques du gouvernement, si on veut, dans le numérique, qui proposent des activités toutes faites. Si vous rendez sur le lien que je vous ai donné, vous allez pouvoir aller vous promener aussi dans différentes matières et vous avez toujours une intention pédagogique au départ. C'est important, comme tantôt quand je vous présentais comment intégrer l'IA à la citoyenneté numérique, de toujours partir de l'intention. Qu'est-ce que je veux que l'élève soit capable de faire au bout du compte? Puis dans l'activité, il nous propose un microsite avec les outils, un Google Présentation qu'on peut aller copier, le cahier de l'élève, le cahier du maître, de l'enseignant, des mises en situation, puis il y a vraiment un guide pour l'enseignant qui répartit, qui nous donne une planification sur plusieurs cours, combien de temps ça prend, quoi aller consulter comme ressources. Pour l'élève, il y a vraiment son cahier qui est un peu son portfolio qui lui permet d'aller répondre à des questions. Il y a des étapes de vidéo qu'il doit aller consulter. On a même des cartes à imprimer qui nous permettent de cheminer dans cette activité-là. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça, c'en est une. Dans toutes les ressources que vous allez pouvoir consulter, il y en a des milliers. Alors, ici, je ne sais pas si vous connaissez le site NOM. Ouais. OK.
Alors, en allant chercher dans ces différentes options-là, on peut aller travailler différents domaines de l'IA, si on veut, ou sur quoi on se questionne par rapport à l'IA. On peut aller voir, il y a des nouveautés mises à jour régulièrement. C'est vraiment sur l'intelligence artificielle. Danger, la lecture interactive. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi, puis ça identifie à qui c'est destiné. Donc, il y a vraiment des milliers de ressources. Je vous invite à aller cliquer là-dessus. Je reviens juste ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dont on vient de parler? Vous avez été des bons élèves silencieux. Pas de questions. Oui. Est-ce qu'au Canada, il y a déjà des cours comme ça d'éthique éducative pour financer les élèves? Il y a des endroits où il y en a, mais c'est pas encore dirigé par le gouvernement. Donc, il y a des cours, comme il y a des cours de citoyenneté numérique, ça fait partie du cadre qu'on nous demande d'aborder. Ça fait partie du référentiel gouvernemental, mais c'est pas encore complètement appliqué. Donc, quelques écoles, quelques endroits ont développé un référentiel de citoyenneté numérique. De celles-là, quelques-unes ont intégré l'éthique de l'IA, mais on en est au balbutiement. Parmi toutes les écoles, combien utilisent l'IA? On va dire ça. Lesquelles ont un programme de citoyenneté numérique? Ça. Lesquelles d'éthique à l'IA? Ça. Donc, le danger, il est là. En avez-vous ici? Non? Non? Quels sont ceux qui enseignent l'éthique de l'IA ou qui ont reçu un enseignement là-dessus? Non? D'autres questions? Est-ce que je peux enseigner l'éthique de l'IA à un élève qui vient d'apprendre à écrire, qui a 6 ans? Est-ce que je peux enseigner ça? Oui. Juste avant moi, il y a une dame qui parlait justement de perception, qui parlait du fait que même les bébés ont certaines perceptions du sens du nombre, entre autres, ou des statistiques, des choses comme ça. Dès que l'élève est en mesure d'utiliser ces outils-là, et je peux vous dire qu'ils le sont très tôt, on est en mesure d'aborder ces questions-là. On va peut-être pas utiliser les mots algorithme, biais, mais on est capable de leur faire comprendre que ce que la machine nous donne, ça part de ce qu'elle a mangé. Puis ce qu'elle a mangé, ça dépend de la personne qui l'a créé. Là, il y a plein de beaux exemples qu'on peut leur donner là-dessus. Mais on peut toujours enseigner à petite dose, puis dans les activités que je vous ai proposées, il y en avait pour les jeunes, pour les plus vieux. D'autres questions? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA avant d'avoir parlé de l'éthique? On est gêné de répondre, hein? Parce qu'on l'a à peu près tous fait. C'est gênant. Est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce qu'on devrait? Peut-être pas. On devrait peut-être au moins, quand on utilise une plateforme qu'on propose, expliquer ce qu'il y a en dessous. On devrait. On n'est pas parfait. On est là pour faire en sorte que l'élève puisse lui aussi en profiter, mais il ne faut pas oublier ce côté-là. J'ai une équipe d'enseignantes qui sont, bon, ils sont plus à l'école à cette heure-ci ou elles quittent bientôt, mais qui sont en train ces jours-ci de travailler à une création
artistique avec l'intelligence artificielle et elles sont venues me rencontrer avant de partir en me disant, ben on aimerait ça utiliser cette application-là. On sait que tu préfères quand on parle un peu de l'éthique avant. Est-ce que tu nous permets quand même de? Je dis, ben moi, je serai pas dans votre classe. Bon, soyons honnêtes, je serai pas dans votre classe, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vérifier, mais que feras-tu si? Parce qu'on connaît les risques. Que feras-tu si? Et là, il me disait, ben là, je vais leur expliquer pourquoi. OK, alors, pourquoi pas l'expliquer avant? Pourquoi pas prendre 30 minutes? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, mais tu vas devoir le prendre après puis gérer les impacts. Donc, quand tu utilises, tu vas peut-être proposer une plateforme pour un projet, prends les quelques minutes. Même si, prévois-le. Au cas où. Chez nous, un élève n'a pas le droit de créer un compte là-dessus parce que ça prend l'autorisation parentale. Donc, ça me revient, cette autorisation-là, en tant que gestionnaire d'établissement, et je la donne pas. Donc, il faut qu'on utilise des IA qui permettent de ne pas créer de compte. Il y en a quelques-uns. J'en ai reçu là, dans les différents ateliers, il y en a quelques-uns. Ça vaut la peine de commencer par ça pour que l'élève voit ce que c'est tranquillement. Puis au pire, ils demanderont l'autorisation parentale de leurs parents. Moi, je me vois pas leur donner cette autorisation-là. Vous autres, vous voyez-vous donner cette autorisation-là pour vos élèves? Non. Ça veut dire que les parents, faut qu'ils soient informés aussi. Ça va un petit peu plus loin que de dire, ben, moi, en tant que prof, je fais ça, oui, mais il faut que j'explique aux élèves, puis ça va rebondir chez les parents. Donc, est-ce qu'on forme les parents? Est-ce qu'on informe les parents? Ça va à une autre étape. On est tous éducateurs, on est ici, on veut en savoir plus. On va l'utiliser avec nos élèves, ils vont en savoir plus. Et le parent, lui, qui a aucune idée, qui trouve que c'est bien beau tout ça, puis qui a peut-être peur autant que nous, est-ce qu'on le forme? Est-ce qu'on l'informe? Il y a de plus en plus de conférences chez nous sur la gestion des écrans par les parents. Parce que l'élève arrive avec sa tablette, avec son ordi, puis là, le parent nous dit, ben mon enfant est toujours là-dessus, je sais pas quoi faire. Ben eux aussi, il faut les informer, il faut les aider. Ils n'ont pas ça nécessairement dans leurs mains toute la journée, eux. Ils savent pas nécessairement comment soutenir leur enfant. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Il faut que le parent sache c'est quoi, en quoi ça consiste pour mieux accompagner son enfant quand il arrive à la maison avec des devoirs et qu'il va vouloir utiliser l'intelligence artificielle. N'est-ce pas? Moi, je peux vous poser plein de questions comme ça pendant longtemps. Oui? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des pays qui seraient les bons élèves au niveau de l'éthique IA, la sécurité numérique? Est-ce que ce serait la Finlande? Bonne question. Présentement, je pourrais pas vous répondre. Je pense que tout le monde, et je pense, là, c'est très personnel, je pense que tout le monde est un peu, pas dépassé, mais presque, par la vitesse que ça a pris. On disait depuis 1943 que l'intelligence est là, mais ça a été en 2022 avant qu'on se ressaisisse puis qu'on dise « OK, ça va trop vite, il faut faire quelque chose ». Pourtant, c'est là depuis bien plus longtemps. Est-ce qu'il y a des pays plus avancés? Présentement, je vois pas nécessairement. La Finlande, il faudrait que j'aille voir. Il y a des belles choses qui se font là-bas, c'est certain. Je sais qu'eux aussi se questionnent sur tout ça. Ils se questionnent aussi sur le numérique. Ils sont pas en train de l'enlever, mais ils se questionnent. Probablement qu'ils en sont à peu près au même point que nous. À moins que quelqu'un ici ait la réponse. Non. Mm-hmm. Je ne prête pas par ma paroisse, peut-être pas sur le territoire, mais à Hong Kong, je ne parle pas du lycée français international. Ouais. Les écoles à Hong Kong, ils ont très tôt des programmes d'éducation et des ressources qu'on peut télécharger, d'ailleurs, ils sont sur le site du ministère. Et en fait, je finis la parenthèse là. Mais c'est correct. Mais je me souviens d'avoir eu une discussion avec des parents qui disaient, voilà, tout le temps les comptes,
Et je suis rentré chez moi et j'ai comparé donc, les résultats PISA avec les pays qui arrivaient en tête de résultats PISA et leur degré d'intégration de la technologie. Donc on trouve l'Estonie, Singapour, la Suisse, donc, quelques pays comme ça, la Corée, le Japon. Je suis allé voir sur le site ministère et tous ont une intégration très poussée de la technologie. Alors, ce n'est pas forcément l'unique raison de leur succès, mais ça compte. Et certains ont l'intention de faire un anglicisme, donc embrasser l'IA, ça veut dire un peu mieux, à plein bras. Et en fait, en Corée, ils vont intégrer de l'IA dans le niveau scolaire. Donc, en fait, dans le niveau scolaire, on pourra à la fois le personnaliser, on pourra faire des choses un peu différentes, puis on pourra interroger les universités. Alors, ça ne répond pas tout à fait à la question de l'éthique. Pas si pour rendre compte de aussi, ils ont vraiment des documents, des fiches très Ouais. Ouais. Merci. Donc, il y a des, comme je vous présentais pour le récit, il y a des choses qui sont prêtes un peu partout. Après, c'est de voir est-ce qu'il y a des, tu sais, on dit qu'il y a des écoles à Hong Kong, donc il y a des endroits où c'est plus développé que d'autres. Mais je vois pas de mise à l'avant de programmes vraiment recommandés par un gouvernement qui l'implante directement dans toutes ces écoles présentement. Ouais. Et si vous en trouvez, faites-moi signe. Nous, on travaille là-dessus présentement avec notre équipe. C'est à petite dose, hein, parce que ça fait peur quand même là, à tous les enseignants. Donc, à petite dose, on présente des informations. On a commencé avec un calendrier de l'Avent où à chaque jour, on présentait une petite information. On a mis en place un comité de réflexion, comment on peut intégrer l'IA dans nos pratiques de façon éthique. Puis, on va monter justement un programme local pour chez nous. Comme on a monté un programme local d'un cursus numérique local, un programme de citoyenneté locale. Donc, ça se fait chez nous de façon très... c'est chez nous, mais il n'y a pas encore vraiment là, de développement. Voilà. Oui? Si j'ai bien compris, ChatGPT, il a accès et conserve dans son système tout ce qu'on écrit. Il donne ça à n'importe qui, à peu près à tout le monde. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a, ça va faire comme avec Facebook, où à un moment donné, ChatGPT dans les tribunaux, fuite des données, enfin là, c'est pas de la fuite des données, parce que vu qu'on tape dedans, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a un contrôle des gouvernements qui est prévu? Imagine un mec au ministère de la Défense qui demande à ChatGPT, je dois faire une lettre de demande de subvention pour payer, acheter 3 sous-marins nucléaires. Ouais. Du coup, il y a de la fuite de données. Oui. Ouais. ChatGPT au courant. Oui. Tout le monde est au courant. Oui. Mais les gouvernements, on n'a pas de contrôle. Exact. Les fournisseurs d'accès à Internet, on n'a pas de... Exact. Il n'y a pas de contrôle, puis c'est pour ça là, que depuis plusieurs mois, il y a des gens qui crient, qui lèvent la main et qui disent « Hey, wow, il faut mettre un arrêt là-dessus parce qu'on n'a aucun contrôle. » Dans le fond, OpenAI a tous les dessous, a accès à toute l'information. Qu'est-ce qu'ils en font? On ne sait pas, mais ils ont tout. Et là, le problème de transparence, c'est là le problème de transparence. Nous, on ne voit pas tout ce qui entre en dessous. Il peut y avoir, là, je ne veux pas être conspirationniste non plus, là, mais il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en dessous puis qu'on récupère aussi d'une autre façon. On n'a aucune idée de ce qui est récolté, de la façon dont c'est utilisé, vers où ça s'en va. Présentement, ça appartient à OpenAI qui a failli être vendu, hein, ça s'est promené là dans les dernières semaines. Ça se vend à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là a un intérêt militaire. Qu'est-ce qu'il en fait? Cet autre-là a un intérêt monétaire, économique. Qu'est-ce qu'on en fait? Tout est là. Ça veut pas dire que quand je lui demande de me créer une dictée, c'est dommageable, hein? Faut relativiser, là. Tantôt, je m'amusais à mettre des questions de science pour voir, donne-moi différentes versions. En passant, c'était plus ou moins satisfaisant. Il changeait le nom du personnage dans ma question, mais il changeait pas nécessairement les données. Mais bref, c'est de l'avoir en tête, puis la question-là est encore plus intéressante, qu'on voit que ça peut aller dans toutes les directions. Ce questionnement-là est super important.
Puis si vos élèves la posent pas, la question, posez-leur. Ça peut être comme notre petit bonhomme du début qui se promenait avec son téléphone comme ça, puis que ça finit que la Terre explose. Ben, peut-être. Qui sait? D'autres questions? Oui? Est-ce que nous serons amenés dans le futur à déclarer les applis et autres que nous allons utiliser dans nos cours par la suite à la direction, par rapport à l'autorisation, par rapport à la protection des données? Est-ce que aussi nous allons devoir écrire chaque informatique pour justement sensibiliser les données d'utilisation? Et est-ce que nous pourrons voir l'université s'organiser autrement pour justement la prise en charge des politiques, pourquoi pas dans l'académie des questions pour les Ben, est-ce qu'on va devoir déclarer? Je vous dirais, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des nations. Je sais pas pour la Polynésie française. Chez nous, dans mon école, je peux parler comme ça, les enseignants le déclarent, oui, mais c'est surtout dans le sens de nous, on gère le système en dessous, on fait en sorte qu'ils peuvent l'utiliser, que dans notre réseau, c'est comme une liste blanche. Donc, ils doivent venir nous voir, on vérifie justement si ça respecte le droit de respect à la vie privée. Si oui, on le met dans la liste blanche. Donc, dans ce sens-là, chez nous, on le fait. C'est pas une question de surveillance, mais de s'assurer que l'enseignant peut l'utiliser en classe. Ici, je sais pas. J'ai aucune idée si on surveille davantage. Ouais, peut-être une piste? On va te donner les sources. OK. Identifier la source des supports qu'on utilise. Et si c'est quelque chose qui vient d'Internet, un site par exemple, on met le site et on doit rajouter consulter le avec la date de notre dernière consultation. Mm-hmm. Là, on parle d'une référence qu'on utilise des... Oui. Et dans mon dossier d'inscription, et pas l'inspecteur. L'inspecteur n'est pas là. Il ne regardera pas là. Les établissements, ils ont des réseaux. Donc, il y a des sites, un responsable de réseau, soit au niveau des académies. Oui. Et puis, il y a peu d'inspections, des sites sur lesquels on peut décider d'enlever. Par exemple, au collège, les élèves, ils n'ont pas accès à Facebook. Mm-hmm. Ils n'ont pas accès à YouTube. Parce que notre bande passante n'est pas assez Ouais. non plus. Donc, s'ils vont faire les vidéos, personne ne les Mm-hmm. Et après, il y a quand même aussi le RGPD. On n'est pas censé utiliser des outils. On n'est pas censé utiliser des outils en dehors du RGPD. OK. Puis il y a le NT aussi là, qui s'installe tranquillement, donc l'espèce de réseau qui est plus fermé, sécurisé aussi. Là. Peut-être que dans le ENT, il y a un IA, je sais pas. Je regarde M. Caisson, mais non, il n'y en a pas encore. Je voulais rajouter, parce qu'on parlait des documents des professeurs documentalistes. Les professeurs documentalistes, ils doivent en principe être accueillis en ligne dans l'éducation aux médias d'information. Ce ne sont pas les seuls acteurs. Mm-hmm. Et souvent, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas forcément les élèves qui sont là. Les collègues ne viennent pas les voir non plus. Mm-hmm. Alors qu'ils ont des compétences. Ouais. Et après, on ne peut pas. C'est compliqué, je pense, d'enseigner qu'est-ce que c'est que l'IA. Comme ça, de faire un cours, il faut partir de choses concrètes pour que les élèves aient vraiment conscience de ce qui se passe et de ce qu'il y a derrière. Déjà, ils vont sur TikTok. Oui. Et ils nous disent que tout ce qu'ils voient, ils nous parlent de quelque chose, on leur demande où est-ce qu'ils ont vu ça, c'est sur TikTok, et c'est forcément vrai. Et ça, c'est hyper compliqué à des adolescents à faire comprendre que non, c'est pas parce que c'est sur TikTok. Exact. Filtrer, analyser, trouver la source, c'est super important dans la citoyenneté numérique. Est-ce qu'il va y avoir des programmes établis? Probablement, je l'espère, je le souhaite. Donc, après, le niveau
Est-ce qu'on doit déclarer? Est-ce qu'il va y avoir un recueil? Ça dépend vraiment des endroits. C'est sûr qu'on essaie, j'imagine, un peu partout dans le monde de répertorier, de rendre disponible et surtout transparent ce qu'il y a dessous. J'aimerais simplement vous dire que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une grande aide dans mon quotidien, comme on le voyait au début, dans mon travail aussi. J'ose espérer que vous allez savoir l'exploiter et essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous, puis d'en voir les limites aussi, c'est important, les biais, les limites. Mais ça demeure positif. Ça demeure que ça embellit, ça facilite, ça rend plus accessible certaines informations et tout, mais il faut toujours avoir l'esprit critique et l'utiliser pour nous questionner et non pour nous nourrir nécessairement. Je parlais avec une de mes professeurs à l'université qui me disait, ben moi souvent je dépose un document puis je lui demande à l'IA, dis-moi à quoi j'ai pas pensé, dis-moi sur quoi je devrais insister, est-ce que je devrais modifier quelque chose, est-ce que je devrais ajouter quelque chose. Là c'est simple parce que j'ai déjà mon travail, j'ai déjà réfléchi puis je vais aller peut-être implémenter. Mais je vais aller chercher des sources qui vont me permettre d'implémenter sur les contraintes qu'elle va me proposer, les suggestions qu'elle va me faire. Voilà. Sur ce, oui. Par rapport aux sources, etc. Oui. En février dernier aux États-Unis, il y a une dame qui avait fait une bande dessinée. Oui. Et tous les textes, le scénario de ça, c'était elle. Elle a demandé le copyright, je sais pas ça. Au Copyright Office. Ouais. Finalement, ils ont annulé sa demande. Ils ont donné le copyright pour le texte, le scénario, l'organisation, mais pas pour les images de la BD qui avaient été faites avec Mid Journey. Et du coup, ça fait un peu jurisprudence. Si un illustrateur en France, il y a ce souci-là. Donc, tout le monde peut piquer les images de sa BD, voilà, pas les textes. Donc, en fait, pour nous enseignants, c'est pareil. Ouais. On fait ce qu'on veut. Du coup, elle a pu les commercialiser et les mettre dans sa BD et se faire de l'argent avec. Ouais. Mais c'est pas protégé. Ouais. Ça lui appartient pas. Ça a été créé par un mec derrière l'ordi, hein, par l'intelligence artificielle, avec un humain qui a pris son style, etc. On ne peut pas protéger ces images. Exact. Oui, j'ai appris beaucoup de Oui, c'est réducteur de penser qu'une BD, ouais, mais effectivement, ouais, on peut faire des sous, créer des images, créer des affiches. Il y a des gens pour qui c'est le métier, hein? En médias, communication, il y a des gens dont c'est le métier de créer ça. Qu'est-ce que ça devient? C'est pas parce qu'une machine remplace un humain que l'humain n'aura pas quelque chose d'autre à faire en passant. Hein? On en a besoin présentement des humains partout. Ouais, exact. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon congrès. Pour moi, ça a été très enrichissant. Et je vous souhaite une bonne suite. Si vous avez envie de poursuivre les discussions, pour votre info, j'ai pas mis mon courriel, mais n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de... Je vais l'ajouter s'il y en a qui veulent le prendre en note. Voilà. Et pour ceux qui voudraient aller consulter la médiagraphie, la bibliographie, elle est ici. Il y a quand même beaucoup de ressources là-dedans. Vous allez trouver, entre autres, les outils là, que je vous montrais, les plateformes, les recueils d'outils pour enseigner l'IA aux enfants, aux adolescents, aux adultes aussi. N'hésitez pas. Des livres que je suis allée consulter, les sites, les rapports de l'UNESCO. Tout est là-dessus. Voilà. Merci. Ceux qui voudraient mon courriel, c'est là.